Pierre Jacques. Je suis au monastère depuis 1975 et je suis actuellement responsable de la formation des jeunes moines. C'est mon père maître. Je voudrais me situer dans la ligne de ce que Pierre-Marie a élaboré hier, c'est-à-dire voir comment, d'abord, la sexualité, c'est quelque chose de beau et de grand. C'est un cadeau que Dieu nous a fait, et il nous a fait à sa ressemblance. Donc, c'est la capacité d'aimer qui est en nous. Dieu est amour, Dieu est relation amoureuse, et il nous a fait à son image, capable à notre tour de relations amoureuses. Donc, c'est beau, c'est grand. Et en même temps, c'est embêtant. Être sexué, ben, j'ai des fantasmes que je ne voudrais pas avoir, j'ai des pensées que je n'aimerais pas avoir, puis j'ai des choses que je ne voudrais pas que les autres sachent que je fais, ainsi de suite. Donc, il y a ce double aspect. Et la croissance de la maturité, c'est d'arriver de plus en plus à aimer, à me donner, et de plus en plus à gérer les difficultés et les problèmes que je peux avoir. Que je sois ado, jeune adulte ou adulte, que je sois célibataire, que je sois marié, consacré, c'est pas évident du tout. Si vous n'avez pas de difficulté, il y a un gros problème. On a plus d'accord. Donc la sexualité, c'est quelque chose de vaste et de grand. Je vais dire ça autrement. Il y a 3 dimensions. La dimension d'abord, plaisir. Bon, le plaisir concerne, l'attirance physique, le fantasme romantique, mes désirs, la sensualité, l'érotisme, la caresse, la claque dans le dos entre chums, et jusqu'à la relation sexuelle comme telle, avec l'orgasme. Il y a aussi toute la dimension affective. Donc l'affection. L'affection qui concerne la confiance, l'amitié, la sympathie, l'estime mutuelle, la chaleur, la tendresse, la bienveillance, capable d'échanger avec quelqu'un sans se sentir jugé, être compris dans une relation, la complicité, etc., etc., etc. Et il y a, tout le monde, des valeurs. Les décisions que je prends, les orientations que je donne à mon agir, la vérité, l'honnêteté, la fidélité, la gratuité, le discernement. Même quand, par exemple, l'érotisme tire dans telle direction, les valeurs vont dire non, on va arrêter. Hein? Ça régularise les choses. Donc, c'est les décisions, les choix, les responsabilités, aussi mes croyances, donc ma foi chrétienne rentre là-dedans, le sens de la vie, le pardon, l'amitié spirituelle, le service, le don de soi. Tout ça concerne la sexualité. Et ça se rapporte, soit dit en passant, une petite parenthèse, là, à 3 parties à l'intérieur de notre cerveau. Au centre de notre cerveau, il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Il y a la tête, là?
Au centre, il y a le cerveau reptilien, la zone du plaisir. Quand j'écoute la musique heavy metal au bout, là, c'est le cerveau reptilien qui est atteint, là. Qui est en fonction. Hein, et là, je me sens dans une expérience où uniquement le cerveau reptilien est là. Les mots n'ont pas de sens, là, tu sais. Les valeurs, on oublie ça, là. L'affectivité, je suis tout seul dans la chambre, tu sais. Mais le cerveau reptilien, il fonctionne au bout, là. La drogue. La drogue est injectée directement au niveau du plaisir. On va, c'est là. Ensuite, il y a au-dessus de ça, il y a ce qu'on appelle le système limbique supérieur. Le système limbique supérieur, qui est la zone des émotions, l'affectivité. Les émotions que je vis se vivent dans cette zone-là de mon cerveau. Et puis, il y a au-dessus de ça, le cortex supérieur. Donc, la partie qui est en cheville. C'est ça, qui est la zone de la conscience, du sens, de l'éthique et des valeurs. Fin de la parenthèse. Première remarque là-dessus. Pour qu'il y ait amour véritable, il faut que les trois parties, plaisir, affection et valeur, soient mises en œuvre. Donc, ça prend les trois parties, les trois dimensions. Pour qu'il y ait amour véritable, il faut que les trois dimensions soient en état de fonctionner. S'il y en a un ou deux qui est absent, ou dans le coma, ou tout ce que vous voudrez, oubliez, ce n'est pas d'amour véritable. Par exemple, pour un homme, la prostitution, de relation de prostituée, est uniquement au niveau du plaisir. Ce que je recherche dans la relation avec une prostituée, c'est le plaisir, point. Je n'ai aucune affection pour la fille en question, puis n'importe quelle fait l'affaire. Ce n'est pas une relation amoureuse. Le monsieur qui est assis au bar, c'est son quatrième whisky qu'il prend, puis il dit à son chum à côté, qui est assis à côté de lui au bar, qui a autant de whisky que lui de prix, « Mon gars, tu sais pas comment est-ce que je t'aime. » Le problème, c'est que je ne suis pas capable de dire ça à ma femme. Je l'aime, mais je ne suis pas capable de le dire. Donc, dans sa relation avec son épouse, cet homme-là a une difficulté au niveau de l'affection. Il peut avoir du plaisir à la rencontrer. À la rigueur, il est fidèle. Mais au niveau de l'affection, il y a un problème majeur. Et pour que son amour soit vrai et complet, il faudra qu'il apprenne à dire et à exprimer sa relation. Donc, pour que l'amour soit complet, il faut les trois. Deuxième chose que je vais dire ce matin, c'est que ça prend les trois, mais dépendamment du type de relation que j'ai, un des trois va dominer. Donc, si par exemple, j'ai une relation avec une conjointe, avec un enfant, avec des itinérants, c'est pas le même type d'amour, là. Et selon le type d'amour, un des trois va dominer. Exemple. J'ai un coup de foudre au bureau pour la nouvelle secrétaire. Ça arrive, hein? C'est contraire à mes valeurs. Je n'ai pas d'affection pour elle. C'est le goût du plaisir. Donc, la relation que j'ai avec, dans le coup de foudre, là, le secrétaire, est surtout au niveau du plaisir.
Si jamais je veux établir une relation conjugale avec elle, j'aurai à développer l'affection avec elle. Puis un partage des valeurs. Mais pour le moment, dans le coup de foudre, c'est celui-là qui est en majuscule. Les deux autres, c'est encore minuscule, pour le moment. C'est tout à fait normal. Une relation évolue. Le nouveau converti, là, Jesus is my Savior. Youpi, je suis sauvé. Alléluia, alléluia. Il est où, lui, là? Il est ici. Il y a le plaisir, la découverte d'une nouvelle relation avec Jésus. Magnifique. C'est la conversion. Avec le temps, il faudra qu'il développe aussi des affections, d'intimité avec le Christ et qu'il adopte des nouvelles valeurs. Mais la relation amoureuse de conversion, c'est ça qui est en majuscule. Pour le moment, les deux autres sont en minuscule encore. Ça va venir. L'amitié en deux personnes, du même sexe ou du sexe opposé, peu importe. L'amitié, ce qui est en majuscule, c'est l'affection. On échange, on a les mêmes idées, les mêmes comportements, les mêmes goûts. Il y a une sympathie mutuelle. On partage, on échange, une compréhension entre nous. C'est ce qui est au centre. Normalement, si c'est une amitié qui est saine, j'aurai aussi du plaisir avec l'autre. Et on a les mêmes valeurs, ou grosso modo les mêmes valeurs. C'est le problème de la première adolescence. Le jeune adolescent découvre pour la première fois de sa vie des relations d'amitié, donc affectives, chaleureuses, en dehors du petit cercle familial de ses frères et sœurs, cousins, cousines. Mais il n'y a pas encore assez de maturité pour choisir ses amis. Donc, il est ami avec n'importe qui. Que les parents s'arrachent les cheveux. Il faudra qu'ils apprennent, avec le temps aussi, à choisir ses amitiés et ses relations. Je dis personne, je connais pas. Paradoxalement, la relation conjugale est aussi basée sur l'affection. Je parlais du coup de foudre tantôt, là. Ça ne dure pas, là. Il faut que la relation conjugale se bâtisse sur l'affection. L'échange, la compréhension mutuelle, le soutien. Et si la relation conjugale est saine, il y a aussi des valeurs de fidélité, de partage, de soutien. Et c'est la raison pour laquelle, dans toutes les thérapies familiales, on dit aux gens, apprenez à dire ce que vous vivez. Apprenez à exprimer ce que vous ressentez. Bon, mais l'autre est supposé de savoir. Non, il ne sait pas. Il n'en sait absolument rien. Et plus vous êtes convaincu que l'autre le sait, plus vous êtes dans les patates. Donc, d'apprendre à échanger dans toutes les thérapies familiales. Et d'avoir des lieux et des espaces où vous êtes juste tout seul. Si jamais vous construisez une relation de couple avec quelqu'un, le cellulaire, les téléphones et les portables, c'est interdit dans la chambre à coucher. Clair, là? Comme cadran, non? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on trouve des couples assis tous les deux dans leur lit, et putain, non. Et c'est pas un fantasme, cela, là, c'est réel. Donc, il y a un espace juste pour vous autres. Pour les relations d'affection, qu'elles puissent se bâtir. Sinon, qu'est-ce que vous devenez? Les consommateurs de nouvelles, que Pémali disait hier. On est dans la consommation centrée sur moi. Et non pas dans une relation où on est l'un avec l'autre. Il y a aussi
des relations où c'est les valeurs qui sont premières. Hein, le coup de foudre, c'est le plaisir qui est d'abord, majuscule. Les autres en minuscule. Relation d'amitié, relation conjugale, c'est l'affection qui est en majuscule. Le reste est là aussi, mais moins important. Les valeurs premières. Mon engagement évangélique, c'est d'abord au niveau des valeurs. Mon engagement dans la papatoulante, dans la catéchèse, dans le bénévolat à droite ou à gauche, mon travail auprès des itinérants, des prisonniers, c'est une décision que je prends. Je le fais au nom de l'Évangile. D'accord? Mais ça prend les trois. Si je reste juste au niveau des valeurs, puis je m'occupe des autres parce qu'il faut que je le fasse, moi je ne le ferai pas. Il faut que, avec les personnes avec qui je travaille, les personnes auprès de qui j'interviens et que j'aide, que j'ai là peu à peu une relation d'affection, que j'ai un lien avec eux. Et j'espère qu'avec le temps, j'aurai du plaisir à travailler avec eux. Ma vie communautaire, mon engagement comme moine, les valeurs. Je suis entré pour un certain nombre de valeurs. Prière, travail, et ainsi de suite. Mais je ne tiendrai que si j'ai de l'affection pour mes frères, puis c'est certains jours du plaisir d'être ensemble. Là, ma vie monastique, elle est pleine, épanouie. C'est une véritable amour, les trois sont là. Ma vie de prière, qui a commencé au niveau du plaisir, quand je me suis converti, devient tranquillement une valeur. Mais se situe devant le niveau affectif. J'ai une relation chaleureuse avec Jésus, la plupart du temps. De temps en temps, quand ça marche moins, les valeurs prennent le dessus. Tiens le coup, là, ça va passer, là. Continue. Par ça, le jour du plaisir. Une belle célébration. Le chant était beau. J'ai bien entré dans les textes. Les trois sont là, à des degrés différents selon les jours. Ça va-t-il? Donc, ça prend les trois. Un des trois est en majuscule. Troisième chose que je voudrais dire, c'est que dans la maturité sexuelle, dans la chasteté, dans la foi adulte, il y a une cohérence entre les trois. Autrement dit, les trois sont alignés dans la même direction. Je donne un contre-exemple. Une relation où une personne, un homme et une femme sont mariés, et puis monsieur passe une partie de son temps à regarder la porno dans le garage. Pendant que madame est assise au salon, elle écoute des téléromans américains là, de Hollywood. Là. Elle est en amour avec le beau blond là, qui est bon. Donc, dans le fond, monsieur, tout en étant fidèle à sa femme, éventuellement, en n'ayant pas d'autres relations affectives avec d'autres personnes, le plaisir n'est pas là. Il n'est pas aligné dessus. Il se donne d'autres plaisirs en dehors de la relation conjugale. Ce n'est pas un amour mature. Madame écoute ses téléromans, une relation affective, virtuelle avec le beau blond. Elle n'est pas non plus complètement liée. La maturité implique un alignement des trois. Une grande partie de notre travail pour arriver à une maturité et à la chasteté, c'est d'arriver à aligner les trois. Donc,
d'être capable de faire des choix qui respectent l'autre personne, parce que je l'aime. On parle des choix ailleurs. L'autre n'est pas un objet que je jette. Et des choix qui valorisent notre humanité, la mienne et la l'autre, celle de l'autre. Que je suis capable, quand c'est en lignée, l'affection, d'éviter de tomber constamment dans l'enamourement tomber en amour 3 fois par semaine, là, des personnes différentes. Ça existe, ça. Là. Donc, où mon cœur penche tout à coup vers quelqu'un d'autre, à répétition. Là. Je suis enligné dans une relation. Ou un type de relation. Je n'ai pas non plus, en communauté, dans la famille, des antipathies incontrôlées. Dans ma communauté, la vie de communauté, mes valeurs font que tous mes frères ont droit à mon attention, tous les frères ont droit à mon affection. Ma conjointe ou mon conjoint ont droit à mon attention. Je ne suis pas constamment non plus en train de manipuler l'autre pour me faire aimer. Il y a des façons très, très, très subtiles d'obliger l'autre à m'aimer, puis de culpabiliser quand il le fait pas. Ou de tomber dans la déprime quand l'autre ne me donne pas les signaux d'amoureux dont j'ai besoin, constamment. Puis dans une relation d'amitié ou de collègue de travail, de ne pas déprimer parce que l'autre ne m'aime pas comme je voudrais être aimé. Quand l'autre ne m'aime pas, ben, le pire, c'est lui. Il manque une occasion extraordinaire de rencontrer quelqu'un de fabuleux, moi. Compris, là? Je n'ai pas à manipuler pour qu'il réponde à mes attentes. Je suis quelqu'un d'autonome, normalement, capable de venir debout, sans que l'autre me donne constamment des béquilles. La maturité dans la chasteté. L'autre n'est pas un objet qui doit faire ce dont j'ai besoin. Et dans une relation bien enlignée, je suis capable de plaisir partagé. Notamment au niveau de l'acte sexuel. Ce n'est pas mon besoin qui est comblé et l'autre me sert pour combler mon besoin. Il y a un plaisir partagé. On a un plaisir à être ensemble et à faire l'acte sexuel ensemble. Donc là, on voit bien que être chaste, c'est beaucoup plus large que être continent. Pierre Marie disait, je pense hier, on peut arriver à une chasteté globale sans, dans certains cas, arriver à la continence. La continence étant l'abstinence de plaisir sexuel volontairement provoqué. Donc l'abstinence de plaisir sexuel volontairement provoqué, la continence. La chasteté, c'est la globalité des relations qui sont à une certaine maturité, où j'évite d'accaparer et d'exclure. Ça va? Donc, par exemple, beaucoup de jeunes, hommes et femmes, s'engagent dans des relations qui sont en soi chastes.
Mais il reste un problème de masturbation, par exemple, qui peut arriver. Paniquons pas, là. On est en train de grandir vers une plus grande relation, une plus grande intimité, une plus grande maturité. À l'inverse, je peux être totalement continent et ne pas être chaste. C'est pour ça ma faute. Bon, j'ai connu, par exemple, une religieuse qui était déjà dans les 70-80, qui était constamment en train de chercher de l'affection autour d'elle. Elle avait besoin de ça, et notamment de la supérieure. Constamment en train de la vampiriser. Et dans une thérapie, elle s'était rendu compte que petit bébé, sa mère l'avait échappé par terre. Donc, elle avait une espèce de hantise d'être abandonnée, lâchée, laissée tomber. Elle regardait sa vie, à la petite école, elle était accrochée à la jupe de sa maîtresse. Au cours de ballet, elle était accrochée constamment au professeur de ballet. Elle voulait constamment que le professeur de ballet s'occupe d'elle, uniquement d'elle, puis rien que d'elle. Toute sa vie était comme ça. Donc, elle était incapable de aller à son chasse parce qu'elle avait besoin de l'autre pour combler son propre manque qui remontait à très loin dans son enfance. Donc, elle travaillait là-dessus dans sa thérapie pour lutter contre cette dépendance. Quatrième chose que je voulais dire, une des difficultés et des problèmes qui peuvent se poser, c'est quand non seulement je ne suis pas aligné, mais qu'une partie de notre cerveau se déconnecte. Hein, c'est les trois parties du cerveau, hein, se déconnectent des autres. Donc la déconnexion. La déconnexion est la plupart du temps un mécanisme de survie. La déconnexion est un mécanisme de survie, en ce sens que je suis face à un trauma, à une blessure fondamentale, un coup violent, et mon cerveau ne peut pas absorber. Donc, pour survivre, il déconnecte. Une des trois parties sort du décor. Par exemple, le médecin m'annonce que j'ai un cancer en train de généraliser. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est un traumatisme majeur. Mais c'est un déplaisir total, bien entendu. Au niveau d'affection, toutes mes relations sont bousillées. Et puis, la perspective de la mort. Je ne suis pas capable d'absorber ça tout d'un coup. Là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je déconnecte le cortex. Non, le médecin s'est trompé. Il y a une erreur quelque part. Il a mélangé les dossiers. Je vais consulter un autre médecin pour me dire le contraire. Je ne suis pas encore capable d'absorber tout ça. Donc, je déconnecte une partie qui devra, bien entendu, avec le temps, là, se reconnecter. Je suppose que c'est ici, là. Une femme qui, bon, dans un pays africain, par exemple, apprend tout d'un coup, ou voit sous ses yeux, son mari tué et ses deux enfants tués sous ses yeux. C'est évidemment aussi un traumatisme majeur. On va vous le dire. Et elle est incapable de pleurer pendant plusieurs mois. Pourquoi est-ce qu'elle est incapable de pleurer? Parce que l'affectif a décroché. Elle a déconnecté son affectif pour survivre. Tranquillement, il faudra qu'elle reconnaisse les choses. Mais si, au niveau des valeurs, de fidélité, d'amour, l'affection qu'elle a pour sa famille, et le plaisir, le déplaisir qu'elle subit, tout ça en même temps, c'est pas possible. Donc on déconnecte.
Une jeune femme qui apprend qu'elle est enceinte et qui songe à l'avortement. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déconnecte l'affectif. Hein, c'est le lien le plus fort et plus naturel au monde, une mère avec son enfant. Mais pour X raisons, elle ne peut pas envisager de porter l'enfant. Donc, elle déconnecte pour être capable de pratiquer l'avortement. Quand elle reconnecte après, c'est majeur comme problème. On refuse de le reconnaître dans notre société, c'est majeur comme problème. Et des années plus tard, quand elle voit un bel ado ou une belle ado, elle dit, ça peut être mon enfant. C'est très courant. Je dois parfois déconnecter le plaisir. Quand, par exemple, j'ai à punir un enfant, au niveau des valeurs, je dois le faire pour l'éducation. Je le sais. J'aime cet enfant-là, et je veux qu'il grandisse. Et je l'aime assez pour mettre le plaisir de côté, pour le punir. Ça me fait plaisir, ça. J'aime pas ça. Mais je le fais pour ça. Donc, temporairement, je déconnecte le plaisir, je peux être capable de faire ce comportement-là. Un drogué qui est en manque de sa dose va battre ses parents ou sa famille pour avoir de l'argent pour acheter la dose. Donc, il est situé uniquement au niveau du plaisir, enfin, plaisir recherché, et pour ça, il déconnecte l'affectif et il déconnecte ses valeurs. J'ai dit tantôt, la déconnexion est un principe de survie. Un enfant peut, à un moment donné, jouer au malade pour avoir de l'affection. Donc lui aussi, il va jouer le rôle d'affectif. Il va mentir, c'est contre ses valeurs. Il a besoin de ça. C'est un mécanisme de survie pour arriver à avoir ce dont il a besoin. Mais quand on survit, on ne vit pas. Si je passe mon temps avec une veste de sauvetage dans l'eau, je n'apprendrai jamais à nager. Donc, il faut que j'apprenne petit à petit à me défaire des mécanismes malsains de survie pour arriver à vivre. Une croissance de la maturité. Soit info en bas de la page, là, notamment pour les femmes. Nous, les hommes, nous avons une capacité extraordinaire de déconnecter le génital du reste. C'est tout à fait simple pour nous. Hein, comme un coach de hockey, là, il peut abuser d'un petit joueur dans la chambre des joueurs, puis ensuite monter sa patinoire avec lui sans aucun problème. Tout va bien, Madame la Marquise. On est capable de faire ça. Les femmes ne sont pas capables. Parce que pour la femme, il y a toujours une interconnexion entre le plaisir et l'affectivité. Nous pouvons très facilement avoir une relation de plaisir avec n'importe quelle femme sans qu'il y ait d'affection. Une femme ne peut pas. Ce qui arrive, par exemple, dans la question des pédophiles.
un prêtre, tout à fait intact, numéro correct, numéro 1, rien qui paraît, a des relations avec des enfants, de l'abus sexuel. Il déconnecte un petit bout de temps, il satisfait son plaisir, il connecte puis continue, comme si rien n'était. Pas que c'est agréable, mais ça se fait. Fin de la parenthèse. La difficulté commence quand je vis déconnecté. Ce n'est pas une question de déconnexion de temps en temps pour survivre. C'est quand la déconnexion devient un mode de vie. Le monsieur en question passe tous ses après-midi ou toutes ses soirées dans le garage à écouter la porno. Sa sexualité, c'est ça. Son monde, c'est ça. Son plaisir, c'est celui-là. C'est un mode de vie. Quand, régulièrement, j'ai des relations déplacées avec des personnes de l'autre sexe, c'est un mode de vie. Je fais ça régulièrement. C'est pas grave. Je déconnecte mon plaisir du restant de mon vécu. Je vis une relation avec une épouse. Je pense que je l'aime. Une valeur de fidélité. Mais régulièrement, au niveau du plaisir, là, sur ta couche, sur ta clôture. Je déconnecte un petit bout de temps pour satisfaire mon plaisir, pour je fréquente régulièrement des bars avec un groupe de chums. On prend de la bière. On paye la fille, la danseuse qui avait dansé sur notre table. On se partage les frais. Comment est-ce que je traite la femme là-dedans? On est tous des gars mariés, là. Ça devient pour moi normal de faire ça régulièrement. Parce que mode de vie déconnecté. Du restant de mon vécu. C'est pas dans mes valeurs. C'est pas dans l'affection avec mon épouse. C'est juste, on a du fun une fois de temps en temps. Mais ça devient mode de vie. Ou à l'inverse, je suis un religieux, très, très, très pieux, un moine très, très, très vertueux, dans l'eau bénite la journée longue. Puis dès que j'entrevois un bout de eau féminine, ou qu'on entend parler de sexe, je panique bien raide, je n'ai prier. Là aussi, je suis déconnecté. Là. La zone du plaisir n'est pas en ligne avec le reste. Je vis une déconnexion de mon propre corps, de nos propres pulsions, de mes propres besoins. Que je ne suis pas capable d'assumer, j'en ai peur, je panique, puis je me sens dans une boîte. Et là, la plupart du temps, une fois de temps en temps, ça saute. Mais je ne le reconnais pas, donc je retourne dans ma boîte. Je suis déconnecté, mais je vis déconnecté. Là. La masturbation, le point de temps, c'est quoi? Seigneur, donne-moi 10 minutes, là, puis bon, cache-toi, là, puis je reviens tantôt. Hein? On se déconnecte de notre vécu. On se donne le plaisir qu'on ne peut pas se refuser, puis on revient. Comme si rien n'était. On déconnecte. Il y a des déconnexions graves, des connexions problématiques. Hein, le religieux qui va régulièrement dans un bar gay, une fois par mois, pour satisfaire ses pulsions, mais là, c'est grave. Là. Un homme marié qui se déguise, change de lunettes, change de perruque, pour aller au bar de danseuse, pour que personne ne le connaisse. Là aussi, une connexion grave. Ou l'homme qui se déguise, qui change de nom. Il s'appelle Jean-Claude, mais ça s'appelle Rambo, là, mais du coup, il est partout. Il va dans les... Bon. Mais ça existe, hein? C'est ça. Donc, on vit déconnecté, on n'est plus en ligne, c'est pas dans la ligne de maturité.
L'autre possibilité, ce n'est pas la déconnexion, c'est la confusion. La confusion, ça veut dire que n'importe quoi. T'sais. Ma femme, elle ne sait pas. Ça te dérange-tu? Elle ne sait pas de toute façon. Là. Moi, ça me fait du bien, puis elle ne sait pas. Donc, on est correct. On se donne un discours pour justifier quelque chose qui ne tient pas debout. Ils ne savent pas que je suis un religieux, tu sais, je fais n'importe quoi. C'est en vacances, là. Un homme d'affaires qui s'en va dans le sud pour un voyage d'affaires, entre guillemets, qui amène sa maîtresse. Ben, entre adultes consentants, il n'y a pas de problème. Hein? On entend ça souvent. Hein? Entre adultes consentants, il n'y a pas de problème. Ou on propose des techniques de massage spirituel. Dans les sectes, on a ça. Ou un accompagnateur spirituel qui, pour faire progresser sa dirigée, qui l'accompagne, ben, il y a des relations sexuelles avec elle pour montrer c'est quoi l'amour de Dieu. Ça existe aussi. On justifie quelque chose qui n'est pas justifiable. Bel exemple, la pédophilie. Hein? Il y a des sites pornographiques, pédophiles, qui disent que c'est excellent pour les jeunes enfants d'avoir une initiation sexuelle avec un adulte. Ça les instruit, ça les forme, ça les éduque. Ça les ouvre la réalité de la vie. Ça existe. Là aussi, pleine confusion. Hein? On justifie l'injustifiable par un discours supposément cohérent. Normalement, quand je vis ces trois valeurs-là en cohérence, puis bien alignées, ce que je ressens à ce moment-là, ce que je vis, c'est ce qu'on appelle la satisfaction. Ça peut parfois être frustrant de ne pas courir après la secrétaire du bureau si je suis marié avec quelqu'un d'autre. Ça peut être plate d'être fidèle toujours à la même femme. Ça peut être exigeant de m'occuper d'un enfant qui me tanne. Ou de garder le petit de la voisine. Hein? Parce qu'on m'a demandé. Mais quand je le fais, j'ai normalement une satisfaction. Quand j'éduque un enfant, que je le reprends, que je le corrige, c'est pas toujours un plaisir. Mais quand je le fais, que je sais que je fais, en harmonie avec les valeurs, l'affection que j'ai pour lui, une satisfaction que je ressens. Le non-plaisir peut être de l'amour. Le deuil. Le deuil, c'est un non-plaisir. C'est dans la ligne de l'amour. Et quand je fais bien un deuil, il y a avec le temps une certaine satisfaction. J'ai dit adieu à la personne. Et il y a insatisfaction quand il y a manque de cohérence. Quand je passe toute la soirée à regarder les émissions plates, les annonces à la télévision, hein, 3 heures de temps. Quand je me lève après 3 heures, qu'est-ce que je ressens? C'est pas de satisfaction de l'ego. Quand j'ai constamment à l'intérieur de moi un besoin de plaire.
et que je suis incapable d'être autonome et de prendre une distance par rapport à l'opinion des autres. Quand je me regarde, c'est pas très satisfaisant, ça. Si je suis aux 3 niveaux, que je n'ai pas de déconnexion majeure, que je n'ai pas de confusion, c'est vraiment l'amour qui me guide, quelles sont les choses que je dois faire? Hein, Pierre-Marie proposait hier 3 règles. Je propose 5 résultats. Nous avons comme être humain 5 façons, pas 6, 5 façons d'exprimer qu'on aime quelqu'un. De dire à l'autre que je l'aime. Donc, ce comportement-là que j'aurai est le résultat d'une belle intégration de ma sexualité au complet. On s'entend là-dessus. La première façon, c'est dire des paroles valorisantes. D'être capable de complimenter quelqu'un. Hein, un parent qui dit à un ado, je te fais confiance, mon gars. C'est un événement marquant pour lui, là, dans sa vie. De dire à la cuisinière bénévole, Rita, ta tarte aux framboises, c'était magnifique. Pour un homme, dire à sa femme, hey, t'es belle aujourd'hui. Non, tu dis pas ça. Donc, avec on se comprend. Donc, dit les paroles qui mettent l'autre en évidence. Hein, les qualités de l'autre, je me sens valorisé parce que... Bon. Deuxième façon d'exprimer l'amour pour quelqu'un d'autre, c'est de ménager des moments de qualité. Ménager des moments de qualité. C'est-à-dire, écouter l'autre. On s'assoit là, on fait un souper à la chandelle, on s'écoute. À des moments significatifs. Pour un père, d'amener son ado à la pêche. Les poissons, ce n'est pas important, là. C'est le fait qu'on fait tous les deux quelque chose et que je t'invite à venir à mon activité. D'amener un groupe d'amis au cinéma, au bowling, au camping, au resto, n'importe quoi. J'exprime mon amour de cette façon-là. Troisième façon, faire des cadeaux. Donc, pas nécessairement des grosses affaires, un bouquin de fleurs, une carte. Envoyer des messages sur Facebook. Je sais que telle personne est intéressée par tel sujet, puis j'envoie des affaires. Tu sais. Juste montrer que je pense à elle. C'est une façon, pour moi, de montrer mon amour pour quelqu'un d'autre. Quatrième façon d'aimer quelqu'un, c'est rendre service. Préparer un repas.
Faire des téléphones pour la prochaine rencontre au monastère. Pelleter la cour, tondre de gazon. Réparer la poupée. Accompagner un jeune à l'aréna. Il y a plein de façons. Quelqu'un qui aime va trouver nécessairement quelque chose à faire. N'importe où, dans n'importe quel milieu. Puis cinquièmement, se toucher. Le toucher, c'est le premier langage qu'un bébé apprend. Si un bébé n'est pas touché, n'est pas caressé, il meurt. Donc, se laisser bercer par sa maman, embrasser un enfant avant d'amener à l'école, les câlins, les étreintes, les relations sexuelles, bien entendu. Je prends un exemple là-dedans. Faire la cuisine. Faire la cuisine implique un geste érotique. Oui, tripoter les choses, les aliments, mettre des épices là-dedans, goûter. Il y a un geste. Quelqu'un qui aime la cuisine, il y a un plaisir là-dedans, à faire quelque chose. C'est vrai, c'est là? J'aime pas cuisiner, par contre. Hein? J'aime faire des pâtisseries, mais pas cuisiner. Mais il y a un plaisir à faire des choses. Donc, il y a un plaisir que j'investis dans ce geste-là. Dimension affective. Je le fais pour quelqu'un, je le fais pour une rencontre, je le prépare pour des amis, pour la famille. Je le fais en fonction de quelque chose, de quelqu'un. Pour montrer mon affection pour quelqu'un. Et en même temps, les valeurs. La valeur de solidarité, d'amitié, de partage, de service, de don de moi-même. Parce que je me donne moi-même quand je fais la cuisine. Et donc, dans un geste aussi simple que cuisiner, quand je fais bien, en harmonie avec les trois, c'est un geste de don de soi. Donc, c'est une capacité d'aimer que je montre. Donc, je rends service. Si en plus, je fais la cuisine avec ma petite sœur, qui est ça donc, d'un beau tablier, un beau chapeau sur la tête, vient m'aider à éplucher les patates. Un poulet, c'est un moment important. Puis si à la fin, je lui dis « Hey, t'es bonne dans les patates, hein? Oh, ça donne... » Il est pas là dans les arbres. Donc, vous voyez que la capacité d'aimer que j'ai, si elle est bien intégrée, si elle est mature, se manifeste dans des gestes, dans des dons de soi, dans un comportement. Je termine avec une parenthèse à la fin. La difficulté entre êtres humains, c'est que nous avons tous notre spécialité là-dedans. Chacun d'entre nous, on a une façon particulière de montrer notre amour à quelqu'un d'autre. Et la difficulté vient quand je fonctionne avec d'autres êtres humains qui fonctionnent autrement. Par exemple, monsieur, il est romantique au possible. Il adore écrire des poèmes, faire des belles phrases, puis des petits mots à sa bien-aimée. Il n'arrête pas d'en faire. Donc, lui, sa façon d'exprimer son amour à sa conjointe, c'est de dire des paroles valorisantes. Puis il en met. Ben oui, mais elle ne met jamais à faire la vaisselle, qu'il a dit. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle attend? Rendre service. OK, moi? On n'est pas au même niveau, là. Donc, il faut que j'apprenne à décoder le langage de l'autre et à faire comprendre le mien. Qu'est-ce que moi j'attends? J'adore faire des cadeaux. Je passe mon temps à ma conjointe à lui donner des cadeaux, des fleurs, des petites bébelles ici, des stylos, puis des parfums, des draps. Il gaspille son argent.
Il ne veut même pas passer l'aspirateur. Elle, ce qu'elle attend, c'est qu'il passe l'aspirateur. Mais lui, il ne voit pas ça pantoute, là. C'est pas important du tout, mais c'est pas l'aspirateur, prendre service. Lui, ce qui est important, c'est de montrer son amour par des cadeaux. Vous voyez, là, on fait tous ça à partir de la même capacité d'aimer, mais nos démarcages sont différents. Et ça, c'est vrai en couple, c'est vrai entre amis, et c'est vrai en communauté. D'être capable de voir comment est-ce que l'autre agit, puis qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il veut dire quand il fait telle chose. Un certain frère passe leur journée à rendre service dans le secret, personne qui le voit. D'autres frères passent le temps à se tripoter. Ils personne. Bon, puis d'autres sont capables d'écouter, d'être en silence, puis de rencontrer des frères, puis de passer longtemps avec eux autres. Mais si je ne suis pas capable de comprendre le langage de l'autre, puis de répondre un petit peu à ce qu'il demande, ben c'est foutu, non? On passe notre temps à... Ça va-t-il?